Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle session de lecture sur En toute puissance de V6. D'ailleurs, je rappelle, évidemment, comme d'habitude, je vais me l'écrire d'ailleurs, hop, vous avez une commande dans le chat HS qui vous permet d'accéder évidemment à la chaîne YouTube et au blog Hacking Social. Et donc, du coup, on est sur En toute puissance, page 381. 381! Ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup. Bon, sur 630, donc on a encore de la marge. Il reste encore 200 pages à bouquiner quand même, hein. Mais, mais petit à petit, on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin. Nous sommes donc sur la partie extension RS et plus particulièrement, nous sommes sur la question en quoi la compassion se différencie de l'empathie, de l'altruisme, de la pitié et de la prosociabilité. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, que ce soit en commentaire YouTube ou dans le chat, à poser une question, à faire partager une expérience qui vous rappelle ce dont on est en train de parler, bref, à approfondir ce qu'on discute. C'est fait pour, voilà, c'est là pour ça, on est en live pour ça quand même, hein. Donc n'hésitez pas. On est parti. La prosociabilité est un terme principalement utilisé dans le champ scientifique pour désigner les comportements d'aide en lui-même qui est fait sans attendre de contrepartie, c'est-à-dire aider pour aider. Cela sous-tend qu'il y ait sans doute empathie, compassion ou altruisme qui génère ce comportement. Cependant, le terme désigne généralement uniquement le comportement lui-même. L'empathie est un terme générique qui englobe de nombreux processus dans lesquels une personne peut comprendre, partager ou se sentir émue par l'état émotionnel ou physique d'un autre. C'est pourquoi le terme d'empathie dans le langage courant est souvent employé pour désigner la compassion, l'altruisme, la pitié, etc. Cependant, dans le champ scientifique, on établit différentes distinctions dans l'empathie. Tout d'abord, elle est divisée en deux grands pans. D'une part, l'empathie affective. Il s'agit d'entrer en résonance avec le sentiment de l'autre, qu'il soit heureux ou souffrant. On ressent son émotion comme on sent sa propre émotion. Son émotion résonne en nous, quelle qu'elle soit. Selon les personnes, ce processus est plus ou moins automatique. Lorsqu'on regarde un film où le héros reçoit un coup violent sur le bras, on va se toucher le bras, on va grimacer de douleur, on va se tendre, on va dire aïe, etc. C'est l'empathie affective. On est directement affecté et on sent ce que l'autre ressent. Cela vaut aussi pour les émotions positives. Chez les bébés, on voit des phénomènes de contagion émotionnelle qui sont très liés à cette empathie affective. Si un bébé se met à pleurer, un autre va également automatiquement pleurer. Ce phénomène de contagion inclut une confusion entre ses propres émotions, mais aussi celles des autres. L'émotion de l'autre devient automatiquement la nôtre. Parfois, la personne en contagion émotionnelle, qui n'arrive pas à distinguer la propriété initiale de l'émotion, la fait sienne. L'empathie affective est souvent un catalyseur de la compassion. C'est un point de départ à celle-ci. Cependant, on peut être altruiste, on peut être compatissant, sympathique, prosocial, sans éprouver cette empathie affective. Parfois même, cette empathie affective, surtout dans sa dimension contagion, peut être un obstacle à la prosociabilité. Mathieu Ricard donne l'exemple d'être assis dans un avion à côté de quelqu'un de terrifié par les voyages aériens. Être totalement envahi par la peur que porte cette personne ne va pas nous aider à résoudre le problème. Au contraire, ça va accroître la peur de l'autre qui sentira que son voisin aussi est en inconfort, y voyant comme une confirmation de ses propres peurs. L'empathie affective peut donner lieu à une détresse empathique personnelle. C'est-à-dire que celui qui capte l'émotion négative de l'autre va se sentir submergé par sa propre résonance de l'émotion, ce qui peut donner lieu à des comportements non altruistes de fuite de la situation, par du désespoir, par des sentiments d'accablement, d'épuisement, d'inaction, ou encore des tentatives de suppression de ces résonances émotionnelles en réinterprétant la situation. En fait, il ment, il ne souffre pas, il exagère tout, il mérite d'avoir mal, il l'a bien cherché, etc. Coucou V6. Yo, hier j'ai eu de l'empathie effective puissance 1000. J'avais mal au bras parce que ma fille s'est faite vacciner. Oh la pauvre. Bah, j'espère que ça s'est bien passé, qu'elle n'a pas eu d'effet secondaire parce que ça arrive, hein, mine de rien, tout ce qui est les nausées ou les mal de crâne, ce genre de choses. Donc j'espère que ça se passe bien. J'espère que ça se passe aussi bien que possible pour elle. Comment vas-tu V6? J'espère que tu te portes bien. Tu arrives au tout début. Là, pour le coup, on est au tout début. Ça fait 5 minutes qu'on a lancé l'épisode, le record. D'ailleurs, du coup, YouTube te voit. Voilà, YouTube te voit. Et tu vois. Enfin, non, tu vois pas de YouTube. Tu ne vois pas YouTube. Mais peut-être que si tu vas, du coup, voir YouTube plus tard,
Du coup, tu vas voir toi-même qui te voit. Ah, ah. C'est un peu comme, je sais pas comment il s'appelle le film, où il y a des gens qui sont inclus dans les rêves des uns, les autres, enfin bref. Inception, voilà, c'est Inception, mais dans toute puissance. C'est concept. Ouais, je suis fatigué, je sais. Moi aussi, je me fatigue des fois. Oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu, le chat, il va bien. Il va bien. Ça va, c'était juste sur le moment qu'elle va bien. Parfait, alors. Et oui, tu es tout à fait à l'heure. Du coup, c'est pour lui qu'on est à la bourre aujourd'hui. Parce que du coup, il était allé au veto encore. C'est la 3e fois en une semaine qu'il va au veto. Il est très très pas heureux. Ça lui plaît pas beaucoup. Mais en vrai, il va bien. Et ça fait du bien du coup. Un boule de poil. Bon oui, bon oui. Et il veut mon attention. Il veut mes câlins. Je crois qu'il veut mon amour. Ou alors peut-être qu'il veut à bouffer. Je sais pas. La nourriture, elle est là-bas. Ouais, c'est la nourriture qu'il veut. C'est le ton. En fait, c'est le ton. Non? C'est pas le ton que tu veux? Je sais pas ce qu'il veut. Je pense qu'il est un peu perdu. Oui, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Vous imaginez quand même que ça fait une bonne semaine qu'il n'est pas venu à la caméra en live ou quoi que ce soit, hein, qu'il avait beaucoup de mal à venir. Là, il est là, il fait sa petite star, ça y est, hein, ça veut dire qu'il est soigné. Hein. Ça, c'est le signe qui va bien en fait. Si de nouveau il vient interrompre le stream en faisant des petits allers-retours sur moi, c'est qu'il est en bonne santé finalement. C'est qu'on est reparti, hein. C'est bon. On est reparti pour un tour. Une boule de poil, bah oui, bah oui. Bref, je me recentre quand même un petit peu. On part sur l'empathie cognitive. Il s'agit là d'adopter consciemment le point de vue d'un autre et d'essayer de comprendre ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Pourquoi est-ce qu'il souffre quelle est sa souffrance? Ici, il s'agit de réfléchir plutôt que de ressentir. Cette tâche de réflexion est aussi nommée prise de perspective, mentalisation. Cela nécessite Cela nécessite... Je me suis dit, attends, il y a des lettres en trop dans le mot. Cela nécessite donc un travail précis de compréhension de l'émotion de l'autre, mais sans forcément la ressentir en soi directement. C'est une étape qui est présente dans la compassion, à la fois en tant que reconnaissance de la souffrance et première recherche qui pourra donner des pistes sur comment aider au mieux. L'empathie est différente de la compassion, dans le sens où elle concerne le fait de percevoir, de capturer, de refléter toutes sortes d'émotions, joie, fierté, amusement, dégoût, etc., sans forcément déclencher une motivation à faire quelque chose. On peut sentir et on peut comprendre la souffrance de l'autre, mais ne pas vouloir l'aider, voire pire, la rechercher. Alors que la compassion concerne précisément la perception de la souffrance de l'autre et la volonté qu'il ne souffre plus. Autrement dit, un sadique, une personne qui prend plaisir à la souffrance d'autrui, peut être très empathique de façon affective et cognitive. Il comprend l'émotion de la souffrance, ce qui la déclenche, et justement, grâce à cette connaissance empathique, il peut chercher des moyens d'augmenter la souffrance de sa cible pour son plaisir. Mais il y a absence de compassion dans cet exemple. L'empathie peut déclencher quantité de comportements différents, alors que la compassion, elle, ne déclenche que l'aide à autrui, la réduction de la souffrance. Ça, typiquement, ça me fait penser à pas mal de films où on voit justement notamment des méchants, hein, les adversaires qui vont justement prendre plaisir, et on voit qu'ils prennent plaisir si leur victime souffre. Et à contrario, vous avez aussi un recours scénaristique qui arrive assez régulièrement, c'est quand justement la fameuse victime ne joue pas le jeu, ne souffre pas ou ne montre pas sa souffrance, qui du coup met en colère le méchant et ainsi de suite, et peut amener à une suite, on va dire différente dans le film, peu importe. Mais typiquement là, on est vraiment sur ce genre d'élément. C'est assez rigolo parce que je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça directement. Peut-être justement parce que c'est peut-être là où c'est le plus perceptible que on peut avoir de l'empathie mais sans avoir la compassion, puisque justement c'est le ressort scénaristique de l'histoire qui se base sur ça. Mais pour le coup, c'est vrai que ça, pour moi, ça illustre très très bien ce genre de différence à prendre en compte, quoi. J'en étais où? À noter que l'empathie a ses limites. On parle de fatigue de l'empathie, ce qui est effectivement le cas lorsque, par exemple, des soignants sont surmenés par des situations de souffrance. Ah bah là, typiquement, on peut parler de ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, actuellement, c'est justement là où on en est à plus d'un niveau, hein. Les soignants sont malheureusement fatigués, pas que au niveau de l'empathie, mais aussi au niveau de l'empathie parce qu'ils en voient tellement constamment des gens dans des états pitoyables, et l'hôpital est tellement surmené et pressuré dans tous les sens que les soignants n'arrivent plus à tenir quoi, face à tout ça. Et là, typiquement, ça illustre bien. En fait, il faudrait parler de fatigue de la détresse personnelle et donc d'absorption de la souffrance sans pouvoir agir.
Quoique d'autres chercheurs soulignent que ce qui est désigné comme fatigue de l'empathie ou de la compassion est souvent situationnel. Le manque de moyens pour soigner, la bureaucratie écrasante qui empêche l'aide, les situations proximales et distales qui sont chaotiques, etc. Les personnes n'ont pas leur jauge d'empathie ou de compassion vidée, mais au contraire sont empêchées par les conditions, par les situations d'aller au bout de leur but altruiste, à cause des obstacles dans les environnements sociaux. Donc oui, l'empathie fatigue lorsqu'elle est vécue sur le mode de la détresse personnelle ou de façon uniquement affective, mais elle ne fatigue pas du tout sur le mode compassion, altruisme ou empathie cognitive, sauf si l'environnement y met des obstacles qui sapent la personne ou compliquent voire empêchent d'aider. Bah ça va, typiquement, ça répond à ce que j'étais en train de dire. Ça me fait penser aux hôpitaux. Et c'est intéressant de voir que justement, c'est pas une quantité. Alors, on va faire une transcription par rapport au monde du jeu vidéo. C'est effectivement pas une barre, on va dire comme une barre de vie, une barre de mana, ce que vous voulez, qui va se vider. Et puis une fois que vous avez fini la barre, il faut attendre que ça remonte, sinon ça peut pas marcher. On est vraiment sur des situations où on est sur des questions de ce qu'on peut faire ou pas, parce que l'environnement le permet ou pas. Il n'y a pas de limite à pouvoir faire preuve de compassion. Même épuisé, même jusqu'au bout du rouleau, on n'en peut plus, on a passé toute la journée à soigner des gens, à s'occuper de gens et ainsi de suite, on n'en peut plus. Si on se retrouve encore à être dans une situation où il faut aider quelqu'un et que on a la situation qui nous permet d'aider, on va pouvoir aider la personne, on va pouvoir faire preuve d'empathie, de compassion. Ça peut être là. C'est vraiment pas une question d'une ressource qui va être finie et qui, du fait qu'elle est finie, peut se vider et être comment dire, inaccessible au bout d'un moment. C'est juste qu'il faut vraiment que la situation le permette, qu'elle permette de réaliser cette action, notamment de compassion par l'empathie. On est vraiment sur ces aspects-là, et c'est justement ça qui est d'autant plus visible dans les situations de tout ce qui est, par exemple, les maisons de retraite. J'ai travaillé très très rapidement dans des soins, alors pas au niveau de la maison de retraite spécifiquement, j'ai travaillé dans un hôpital privé, et en l'occurrence dans l'hôpital privé notamment, il y a un pôle de l'hôpital privé qui était occupé principalement par des personnes âgées. Pas que, mais principalement par des personnes âgées, parce qu'en fait les pathologies du service étaient particulièrement des pathologies qui touchent des personnes âgées. Bref, toujours est-il que en fait on constate qu'à cause du manque de moyens, il n'y a pas assez de personnel simplement pour faire les tâches, on a justement une incapacité concrète en fait dans l'action de pouvoir faire preuve d'empathie et de compassion avec les différentes personnes. Et on se retrouve en fait dans des situations où les soignants vont parfois être un peu violents, alors pas forcément physiquement, hein, ça peut être par les paroles, ça peut être par le côté totalement déshumanisé de leur action, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est pas que les soignants manquent d'empathie, loin de là, parce que notamment moi quand je les recevais en entretien, ça ressortait assez régulièrement que c'était un problème. Ils constatent que ce manque d'empathie qu'ils ont dans leur travail est un problème pour eux, notamment par rapport à leurs principes éthiques. Le nombre de soignants qui m'ont dit mais moi à la base je suis venu dans ces études-là parce que je voulais apporter du soin, parce que je voulais faire preuve de compassion avec les gens, parce que je veux les aider, sauf que la structure ne le permet pas. La structure, par son manque de moyens, fait qu'on est obligé d'aller vite, fait qu'on n'est pas capable de prendre soin de telle ou telle personne. On ne peut pas prendre le temps de juste discuter un petit peu avec elle, 5-10 minutes, juste après avoir fait le soin. Non, parce qu'il faut aller faire le soin de quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, on est sur des aspects très matériels du soin, et qu'au final, tout un tas d'aspects qui sont très importants au niveau de la compassion, au niveau de l'empathie, sont inaccessibles parce qu'il n'y a pas les moyens de les mettre en place dans la structure. Mais à côté de ça, par contre, on constate que un certain nombre de soignants, je pense à une soignante en particulier, une fois que ses heures étaient finies, une fois qu'elle n'était plus en poste, hein, qu'elle était même en civil, elle n'était plus en tenue d'infirmière, elle repassait en fait dans les chambres pour discuter avec certaines des personnes que justement elle avait senti au cours de la journée être un peu en manque, notamment de contact humain, ce genre de choses. Elle prenait du temps personnel en dehors de la structure, sans être payée pour ça en fait. Et c'est là où on voit bien que du coup c'est pas une jauge qui se vide, parce que la personne elle fait ça après ses heures de travail. Elle a fait preuve de très peu d'empathie et de compassion au cours de la journée, on va dire, parce que factuellement elle n'avait pas les moyens de le faire, hein. Mais une fois la journée finie, alors que techniquement elle est épuisée, qu'elle n'en peut plus, que parfois elle avait fait 12 heures de travail à la suite, que vraiment elle est HS au bout du rouleau, et en fait elle prend le temps en dehors de la structure, ce qui lui permet d'avoir les moyens de faire preuve de compassion, de faire preuve d'empathie, de pouvoir passer du temps avec la personne justement, ou avec les personnes en l'occurrence. Et c'est bien là où on voit que c'est vraiment pas une question d'une barre d'énergie qui se vide et qui après une fois qu'elle est vidée, il faut attendre que ça se remplisse. Non, au final c'est vraiment une question de est-ce qu'il y a les moyens ou pas de pouvoir faire de l'empathie, pouvoir faire de la compassion. Et ça c'est vachement intéressant et c'est vachement important à garder en tête,
parce que je trouve que ça montre que justement, si dans des situations, si dans des organisations, dans des structures, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion, le problème, il n'est pas au niveau de l'individu. En général, dans la grande majorité des cas, le problème n'est pas au niveau de l'individu. Ça n'a pas de sens. On est vraiment sur des problèmes où c'est dû à la structure, à la structuration du travail, à la structuration de l'organisme, en fait, de travail en lui-même. C'est là où il y a des problèmes. D'ailleurs, on peut même s'éloigner des problèmes, on va dire, par rapport aux soignants. On peut aller par exemple sur les RH. Sur les RH, c'est exactement la même situation qui peut se retrouver. De manière très récurrente, j'ai quand même constaté quand j'étais du coup en poste en tant que conseiller externe en entreprise, que les RH n'étaient pas forcément très bien vus. Genre pas du tout, voire même assez régulièrement, on m'a dit dans telle ou telle structure, ah bah non, là, les RH, c'est vraiment des trous du cul, ils sont insensibles, ils sont inhumains, et ainsi de suite. Et c'est pas en fait parce que la personne est inhumaine, parce que la personne est insensible. En soi, ça peut arriver, vous pouvez tomber sur un RH ou une RH qui va être particulièrement insensible, particulièrement peu empathique. C'est possible en soi, on est d'accord. Mais en fait, si la critique ressort de manière si récurrente par rapport au RH, c'est parce que le métier des RH, la manière dont c'est structuré au sein des entreprises, très régulièrement, ne permet pas justement de faire preuve d'empathie, ne permet pas de mettre en place de la compassion. Et c'est bien là où, encore une fois, on voit que c'est pas qu'une question, par exemple, avec les soignants, c'est vraiment beaucoup plus large. L'empathie et la compassion sont accessibles pour tout un chacun, peu importe la situation de travail que vous avez. Ça peut être un collègue, comme ça peut être votre supérieur, comme ça peut être un subordonné, comme ça peut être un client, comme ça peut être n'importe qui peut faire preuve à un moment donné de compassion ou d'empathie, ou vous envers cette personne. Vous avez plein de moyens d'en faire preuve. Et vraiment, si vous vous retrouvez dans des situations où vous trouvez que tel poste de... Je vais rester centré sur la question du travail parce que, encore une fois, c'est ma spécialité. Hein. C'est là où je l'ai vu à la base. Mais si dans une situation de travail, vous tombez sur quelqu'un où vous dites, putain, vraiment, ce poste-là, toutes les personnes qui passent par ce poste-là, c'est tous des gros connards sans cœur. C'est pas logique en fait que tous les gens soient comme ça sans cœur. C'est vraiment que le point plutôt central, c'est que c'est le poste de travail qui ne permet pas justement de faire preuve d'empathie, de faire preuve de compassion envers les autres personnes. C'est que c'est la structuration du travail qui empêche la personne de pouvoir utiliser ces ressorts-là. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête, parce que le nombre de fois où moi en entreprise, on m'a dit que les RH c'était vraiment des gros cons, qui ne pouvaient pas faire preuve d'empathie parce que c'était vraiment des gens qui étaient imbus d'eux-mêmes, ceci, cela. Enfin, on m'a sorti de tout et n'importe quoi. Hein. Et on voyait vraiment les RH comme des espèces d'ennemis en fait au sein de l'entreprise. Sauf que c'est pas pertinent en fait. L'ennemi, c'est triste à dire, mais c'est l'entreprise. L'ennemi, en fait, au final, c'est la boîte, c'est le lieu de travail. La personne en elle-même, elle n'a pas forcément grand chose à faire, parce qu'elle n'a pas forcément accès à ces ressorts-là parce que son poste ne le permet pas. Et c'est ça qu'il faut essayer de garder en tête, c'est que quand on s'attaque à des personnes comme des RH ou quoi, ou qu'en tout cas on les voit comme des ennemis en entreprise, généralement non, c'est pas que c'est spécialement des ennemis, c'est plutôt que malheureusement l'ennemi commun que vous avez, c'est le lieu de travail, c'est la boîte, c'est la structuration du travail, pour différentes raisons. Hein. Ça peut être la structure en elle-même est extrêmement violente, comme ça peut être que tout simplement notre société est malheureusement assez extrêmement violente aussi. Et tout simplement, en fait, la personne en face est aussi victime du fait de ne pas pouvoir faire preuve de compassion et d'empathie. Et c'est assez triste. Et c'est assez triste pour le coup. Bref, c'était une longue aparté, je continue. L'altruisme est un état motivationnel. Nos motivations à quelque chose peuvent être altruistes ou non, dont l'opposé est l'égoïsme. Le but ultime de l'égoïsme est d'accroître son bien-être, sans tenir compte des autres. Chez l'altruiste, le but ultime est d'accroître celui des autres, y compris le sien. Il y a eu beaucoup de débats, que ce soit en psychologie, en philosophie, en politique, etc., sur le fait que l'altruisme serait en fait un égoïsme déguisé, qu'on aiderait les autres pour maximiser son bien-être, avoir des avantages, des récompenses, etc. Ou encore que l'altruisme serait une infamie, une soumission, car il serait un sacrifice total de soi pour autrui. Là d'ailleurs je vais refaire une aparté, il y a quelques temps, ça doit faire bien 1 an et demi maintenant, 1 an et demi facile, on a fait un live entier qui était dédié justement sur les questions de la générosité, de l'altruisme, du modèle altruiste face au modèle hédoniste et au modèle narcissique. Et justement, ça fait partie des critiques qu'on avait donc vues au modèle altruiste, qui consistait à dire, oui mais en fait, peu importe la situation, même le plus bon samaritain que vous pouvez trouver, en fait il fait ça parce qu'il y gagne quelque chose. Et en fait, s'il fait ça, c'est uniquement parce qu'il sait qu'il va gagner quelque chose, même si c'est inconscient. Or,
on avait vu que c'était pas très cohérent pour plein de raisons, parce qu'il y a des situations où en fait personne ne sait, ni de près ni de loin, que tu as fait cette action. À ce moment-là, on nous répondait la critique de dire oui, mais en fait, même s'il n'y a personne qui sait que tu as fait une bonne action, toi tu sais que tu as fait une bonne action, donc du coup ça t'apporte un réconfort, donc en fait c'est encore une fois parce que ça t'apporte un avantage et ainsi de suite. Mais encore une fois, les critiques étaient très bancales et surtout ça rajoutait une complexité qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas de sens. La nature fait quelque chose de très simple, aussi simple que possible à chaque fois. C'est comme ça qu'elle fonctionne. La réponse évolutive est toujours la réponse la plus adaptée à la situation. Et la réponse la plus adaptée à la situation est toujours la moins coûteuse, la moins chère à mettre en place, la plus économe en fait, la plus simple. C'est vraiment quelque chose qui est très récurrent dans l'évolution, hein. C'est un peu le fonctionnement de base. Du coup, avoir un modèle qui essaye toujours de tournicoter dans tous les sens pour essayer toujours de retomber sur ses pattes, à dire qu'en fait, non, t'es un gros connard narcissique qui fait ça pour ceci, cela, et à trouver des excuses, à devoir retourner en fait dans tous les sens, ça ne colle pas. En fait, c'est juste ça, ça ne colle pas. Au-delà de ça, on avait vu que le gros problème aussi qu'il y avait, et c'est ce qu'était en train de dire Céron justement, j'ai surtout l'impression que cette vision contre-altruiste sous-entend qu'il n'y a qu'une seule morale, exactement. Il y a le problème que cette vision altruiste du monde est toujours, presque toujours, systématiquement rapportée à une morale, et assez régulièrement à une morale notamment chrétienne. Et en fait, ça colle pas, parce que la biologie, l'évolution, le monde en général, hein, en dehors de la société humaine, le bien et le mal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont des créations humaines en fait. Il n'y a pas une loi universelle qui dit ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, la nature s'en bat les reins, il s'en bat les steaks, mais alors comme jamais. Et toujours sur ce côté altruiste, on a cette morale sous-jacente qui vient en fait mettre un prisme de vision qui est très humain, qui est très 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 humain, mais qui du coup n'a pas de cohérence avec la nature. La nature n'est pas humaine. Nous sommes en tant qu'être humain une composante, une partie de la nature, oui bien sûr, mais notre vision des choses, notre morale, notre société et ainsi de suite, elles ne sont pas l'exact reflet de la nature, même si elles découlent de la nature, même si notre société humaine, même si notre espèce est naturelle, en soi, ça ne veut pas dire que elle se réduit à nous. Loin de là, très loin de là. Le monde, la nature en général, la galaxie, ce que vous voulez, ne tourne pas autour de l'être humain et de sa vision des choses. C'est plutôt l'inverse, ce serait à nous de tourner autour. Parce que pour le coup, on s'inclut là-dedans, mais pas l'inverse. Et du coup, très souvent, cette vision des choses de dire oui, mais en fait, c'est un acte égoïste déguisé, c'est effectivement rapporté à une espèce de morale qui, encore une fois, est souvent judéo-chrétienne. On l'avait vu lors du live spécial dessus, justement, sur la question de l'altruisme et des modèles altruistes. Et en fait, c'est pas cohérent. C'est simplement pas cohérent et c'est beaucoup trop coûteux. Il est beaucoup plus logique d'avoir un modèle altruiste, sachant que le modèle altruiste, en fait, contrairement au modèle hédoniste ou au modèle narcissique, est un modèle qui est pluriel. C'est-à-dire que dans le cas de l'hédonisme ou dans le cas du narcissisme, en fait, c'est un modèle qui est dit monolithique. C'est-à-dire que tout est relié à l'idée que soit dans le cas de l'hédonisme, c'est parce que ça t'apporte plaisir, soit dans le cas du narcissisme, parce que tu ne penses qu'à ton avantage. Tout est fait uniquement pour satisfaire ça, toujours envers et contre tout. Sauf que dans le cas du modèle altruiste, en fait, on a un modèle qui est pluriel et pas monolithique. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir du principe que quand vous allez prendre une décision, quand vous allez faire une action, peu importe ce qu'elle est, vous allez en fait avoir tout un tas de causes sous-jacentes qui vont être, on va dire, en compétition pour vous faire aller dans une direction ou dans une autre lors de votre action. Et en fait, ça va être tout simplement là où il y a la majorité, on va dire, la majorité des différentes motivations qui vont dans le même sens, qui vont pousser à faire telle ou telle action. Et du coup, on se retrouve avec, en gros, on va dire peut-être la moitié de la décision qui est due à telle vision des choses, à tel élément, telle autre partie de la décision qui est due à tel autre élément, et ainsi de suite. Et en fait, quand on combine tout ça, on se rend compte que, bah, je sais pas, moi je vais vous donner des chiffres, ça n'a vraiment de sens, c'est pour vous donner l'exemple, mais on a peut-être 70% des différentes, on va dire, motivations qui vont nous pousser à aller dans la direction à droite. Donc on va aller à droite parce que la majorité des motivations nous poussent de ce côté-là. Sauf que du coup, en fait, on va avoir des motivations qui vont coexister et qui ne sont pas forcément dans le même sens. Il peut y avoir des motivations qui vont dire ah non non on va à gauche, nous on va à gauche, grave. Sauf que elles sont pas forcément majoritaires au sein de toutes les motivations qui vont être, on va dire, la cause de l'action réalisée. Et ça c'est plutôt intéressant parce que ça montre que bah, déjà c'est beaucoup plus simple, mine de rien, comme modèle. Il n'y a pas besoin de retourner, de trouver tout le temps une ressource, un moyen de dire que en fait c'est pour ton plaisir, en fait c'est parce que ça t'apporte quelque chose, ou ainsi de suite. Non,
Parfois, juste, bah oui, ça, tu l'as fait, ça parce que ça t'a apporté notamment une récompense, parce que ça t'a apporté notamment quelque chose, mais tu l'as fait aussi parce que ça te faisait plaisir d'aider, tout simplement. Et ça peut coexister, et c'est beaucoup plus cohérent comme modèle, et surtout, ça évacue également la question de la morale, ça évacue ce bien et ce mal sous-jacent qui est toujours là, et qui ne sert pas à grand-chose, en fait. Qui ne sert pas à grand-chose parce qu'encore une fois, il n'est pas représentatif de la nature en général. Et c'est plutôt intéressant et c'est plutôt pertinent à voir. Sachant également qu'il faut prendre en compte que les modèles hédonistes et narcissiques, qui sont des modèles qui sont classiquement défendus de manière très très large, sont en fait faits par des gens qui n'y connaissent rien. Voilà, c'est fait par des gens qui sont par exemple des économistes, qui sont par exemple des philosophes, par des idéologues qui en fait datent des années 1700, 1800. Et en fait, il n'y a pas vraiment du tout d'éléments qui visent à prouver ou à en tout cas confirmer ou à invalider le modèle altruiste. Au contraire, c'est même plutôt l'inverse. Quand on commence à faire un petit peu des études scientifiques, on se rend compte que le modèle altruiste, lui, il a plutôt des éléments qui tendent à prouver que oui, c'est plutôt logique de partir sur ce modèle-là, pas du tout sur les deux autres. Mais on a classiquement cette tendance à ressortir encore les mêmes auteurs qui datent en fait de il y a 2 siècles, 3 siècles, et qui sont un petit peu datés quand même, hein, quand même un petit peu beaucoup. Ça me fait penser à quelques travaux de Robert Sapolsky que j'ai lu. Robert Sapolsky, là comme ça me dit pas grand chose, mais vu que moi les noms d'auteurs c'est un peu compliqué, j'ai une grande tendance à oublier les noms d'auteurs. Faut savoir que moi j'ai internet et je l'utilise assez violemment, hein. Je vous avoue que je suis pas quelqu'un qui est vraiment capable, on va dire, si facilement avec toutes les ressources de nom de date dans la tête. Non, clairement pas. Moi, je vais aller facilement récupérer les informations qui sont présentes sur les bibliothèques, dans les index, sur Internet. C'est fait pour ça en fait. Ce que je retiens, c'est les grands courants d'idées. Après, je sais où aller chercher pour retrouver le nom d'auteur et compagnie. Donc, j'avoue que là, comme ça, Robert Sapolsky, ça me dit rien. Peut-être que j'ai déjà lu des travaux de lui, c'est possible. Mais j'avoue que là, comme ça, sans plus d'informations, ça m'évoque rien du tout. Ça m'évoque rien du tout. Bref, je continue, je reprends là où on en était. Il y a eu beaucoup de débats, que ce soit en psychologie, hein, non ça je l'ai lu, pardon. Il s'avère qu'en fait, l'altruisme non égoïste existe bel et bien, et que les personnes peuvent être très motivées à aider les autres sans rien attendre en retour. Elles aident de façon intrinsèque pour aider. S'il y a égoïsme, il n'y a pas d'altruisme. L'altruisme est différent de la compassion dans le sens où cela peut être une motivation générale de faire du bien à autrui, connectée à d'autres motivations, élan, activité. Faire un concert pour rendre heureux des personnes par exemple, pas forcément déclenché par la perception d'une souffrance immédiate, les personnes qui assistent au concert ne sont pas toutes mal en point à ce moment-là. L'altruisme comme l'égoïsme donne un pourquoi à un comportement volontaire. Pour reprendre l'exemple du sadique, qui est capable d'empathie, eh bien, il n'est pas altruiste, mais bel et bien égoïste, puisque les informations qu'il a compris, la personne souffre, car elle a peu d'estime de soi, elle manque de soutien, sont utilisées pour son plaisir. Humilier la cible, il va la cibler elle, car elle a moins de soutien de la part de l'environnement social, donc il pourra l'humilier, avec moins de risques que quelqu'un qui l'arrête dans son travail de sape. Il peut y avoir une coexistence des buts altruistes et égoïstes. Je veux rendre mon chat heureux, alors je change sa litière. Je suis motivé à changer sa litière pour enlever cette odeur qui me gêne, augmenter mon bien-être personnel. Là on retombe exactement sur ce que je vous disais il y a 30 secondes en fait. Le modèle en fait égoïste ne prend pas en compte tous les autres aspects. Il dit que tout est égoïste, point. Voilà, tu peux tout réduire au fait que tout est égoïste et basta. Là où le modèle altruiste va te dire, bah oui, tu vas faire là un acte en partie égoïste, mais en fait, tu as aussi telle autre motivation qui peut expliquer ton comportement. Là, peut-être que cette action-là va être que purement égoïste, mais en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que bah, tu as peut-être 10% de la raison qui était finalement pas si égoïste. Et vice-versa. Là, tu as fait telle action qui était très compassionnelle, très dans l'entraide. Sauf qu'en fait, si on creuse un petit peu, bah, on se rend compte que là, tu as un petit peu de la motivation qui est en fait le fait que ça te rapporte quelque chose. Qu'en fait, ça te fait du bien. Qu'en fait, tu vas y prendre du plaisir. Que en fait, tu l'aurais fait dans tous les cas. Et ainsi de suite. Et c'est du coup beaucoup plus pertinent et beaucoup plus représentatif de la réalité. Et c'est quand même plutôt pas mal. Il peut être très difficile de déterminer si un comportement est davantage motivé par égoïsme ou par altruisme, puisque les apparences peuvent être parfois trompeuses. Par exemple, on peut pousser violemment une personne, ce qui paraît agressif. Mais si c'est pour lui éviter d'être écrasé par une voiture, le comportement est altruiste. A l'inverse, une personne peut soulager les souffrances en offrant de la drogue à une personne en désintoxication, pour soulager les symptômes de sevrage. Mais c'est difficilement qualifiable d'altruiste, ni d'égoïste d'ailleurs, cela ressemble plus à une forme d'ignorance, à un manque de réflexion sur les conséquences à long terme. La différence avec la compassion
C'est que l'altruisme s'exprime aussi dans des situations où il n'y a pas une souffrance directe pour des actes très variés. C'est un neurologue américain, je crois. Il a fait une interview sur la morale et la justice en prenant le parti pris que le libre arbitre n'existe pas. Mais on prend un grand virage là. Alors, moi j'ai un point de vue très particulier sur le libre arbitre. Je me permets quand même d'en parler un petit peu, même si c'est effectivement un gros virage. Pour moi, mais je pense que ça vient du fait que je suis un psychologue social, qui du coup a l'aspect social qui est très très marqué dans ma vision des choses, dans ma recherche, dans les travaux que j'ai pu faire. Pour moi, tout comportement, si on avait les moyens nécessaires pour pouvoir tout identifier, pourrait être expliqué par ce qu'on a vécu, par le contexte, parfois depuis peut-être des décennies, hein, mais tout pourrait avoir une explication et du coup, techniquement, on pourrait potentiellement prévoir les comportements humains à très long terme si on avait les moyens de tout calculer. On est d'accord, si on avait les moyens de tout calculer. Pour autant, malgré ça, qui est assez déterministe hein, comme vision, du coup, pour autant, j'estime qu'on a quand même une certaine forme de libre arbitre dans le sens où, dans tous les cas, nous n'avons pas conscience que notre vision des choses est déterminée par tel ou tel élément contextuel, que de fait, d'une personne à l'autre qui vivrait exactement les mêmes choses, on n'irait pas finalement prendre les mêmes décisions et ressentir le vécu de la même manière. Donc de fait, j'aurais tendance à dire qu'on a quand même une forme de libre arbitre. Mais ça reste avec cette vision que si on avait des outils suffisamment puissants pour pouvoir tout calculer, pour pouvoir tout observer, pour pouvoir déterminer l'impact de chacun des éléments que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, ça pourrait nous permettre potentiellement de déterminer tes comportements futurs et les prises de décision futures. Mais ça laisse quand même dans ma vision des choses que on n'aura jamais les outils pour, d'une part, ça c'est déjà un premier truc, ou alors dans une quantité de temps extrêmement lointaine, hein, extrêmement longue et extrêmement lointaine du coup. Donc du coup, partant de là, on n'aura jamais les moyens de pouvoir déterminer vraiment nos actions, et surtout, on n'a pas le sentiment d'être bloqué, d'être obligé de faire telle ou telle action. On a choisi de faire telle ou telle action. Quand bien même ce choix est déterminé par tout un tas de causes, le fait est qu'on a choisi ça. Et on est capable de remettre en question ça aussi. Ça aussi, c'est un élément qui est important à mettre en place. C'est que si on travaille ces questions-là, c'est notamment le travail avec En toute puissance, hein, si on comprend les déterminants de nos actions, de nos mécanismes de fonctionnement, on est capable quand même d'avoir une action dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si je suis très clair. J'essaye d'être assez clair, mais je ne sais pas si c'est le cas. Mais en gros, l'idée, c'est que effectivement, toutes nos actions peuvent être déterminées, mais du fait qu'elles peuvent être déterminées, on peut les modifier avant si on a conscience qu'elles sont déterminées. Voilà, c'est peut-être une manière relativement claire du coup de vous dire ce que je pensais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reprends. La différence avec la compassion, c'est que l'altruisme s'exprime dans des situations où il n'y a pas une souffrance directe pour des actes très variés. C'est que l'altruisme s'exprime aussi dans des situations où il n'y a pas une souffrance directe et pour des actes très variés. La pitié. Bien qu'on pourrait rapprocher la pitié de la compassion, car ce sont des termes assez associés dans le langage commun à diverses religions et devoirs moraux, la pitié est bien différente. La pitié est un sentiment de commisération égocentré, souvent condescendant, qui n'indique nullement une motivation altruiste. Elle désigne une forme d'empathie, la souffrance est perçue, elle est comprise comme une souffrance, mais la réponse est sous forme de condescendance. La personne qui prend en pitié se place au-dessus, se supériorise au souffrant, se satisfait de ne pas être dans la même condition que lui, voire le dédaigne ou le méprise. L'aide apportée par pitié est davantage une façon ponctuelle de se débarrasser du problème de façon égoïste ou pour s'auto-valoriser. Il n'y a pas de considération de la personne qui n'est qu'un objet de comparaison, par exemple, pour se sentir supérieur. Là, typiquement, vous voyez, je vais faire un parallèle avec ce qu'on a fait hier. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, vous ne le savez pas, mais en ce moment, on fait du puzzle react. Qu'est-ce que le puzzle react? On fait du puzzle et en même temps, on fait du react sur les archives de l'INA. Ouais, c'est vachement bien. Et hier, notamment, on a fait un reportage qui était sur des militaires de la Légion étrangère. Alors, c'est un reportage qui date de 95, hein, c'est des archives de l'INA, hein, c'est pas forcément des choses très récentes, bien au contraire. Mais c'était assez intéressant de voir que le soldat, du coup, nous a sorti à un moment donné, enfin, un des soldats nous a sorti à un moment donné
que lui, dans sa vision des choses en tant que militaire, il n'allait pas aider son pays, la France, directement. Il n'allait pas être en train de défendre le pays face à des invasions étrangères ou quoi, parce qu'on avait dépassé cette époque-là. Mais par contre, qu'il allait venir aider d'autres pays par exemple comme les pays africains, les pays asiatiques, les pays d'Amérique du Sud, en fait pour leur apporter la civilisation, pour leur apporter une aide parce qu'ils sont en grande souffrance de pauvreté et ainsi de suite. Et en fait là typiquement on est sur la pitié. Là typiquement on est sur ce ressort-là qui est la pitié puisque il estime que notre nation, notre civilisation, on va dire française, est au-dessus. Il voit que les gens sont en souffrance, par exemple les gens en Afrique, les gens en Amérique du Sud, dans les pays asiatiques, il voit que les gens sont en souffrance, mais par contre, il estime qu'il a, lui, à apporter une solution parce que eux ne pourront pas s'en sortir par eux-mêmes. Il ne prend pas en compte réellement leur souffrance et il ne se met pas à leur place. Il ressent leur souffrance, il voit leur souffrance, il la comprend, il la ressent, mais par contre, il va avoir ce point de vue de je vais venir vous aider, je suis supérieur, je vais faire preuve de mansuétude. C'est ce côté un peu colonialiste, hein, un peu paternaliste qu'il avait et qui nous avait déjà fait tiquer hier. Hein. Mais vraiment, on est sur ce ressort-là qui est la pitié de considérer que, en fait, on est supérieur. Nous, le peuple français, nous, les peuples occidentaux, on est supérieur aux ressortissants africains, aux ressortissants d'Amérique du Sud et ainsi de suite. Et qu'on va venir, dans notre grande mansuétude, venir leur apporter un peu d'aide. Mais effectivement, c'est aussi une aide qui va être temporaire. On va venir leur aider sur vite fait là, telle ou telle crise, puis après, démerdez-vous quoi. Il y a vraiment aussi ce côté-là qui ressort effectivement, et c'est assez visible. C'était assez visible hier, et ça nous a bien fait trigger déjà hier. Mais là, vraiment, on est sur ce ressort-là qui est la pitié. Je pense en tout cas qu'on est sur cet ordre d'idées-là. Dans certaines considérations, l'état de souffrance, par exemple la pauvreté, est essentialisé et perçu comme son salut. Ceci est lié à des croyances religieuses qui considèrent parfois que la sortie de ces conditions négatives n'est pas considérée comme possible, ni même souhaitable, ce qui revient à vouloir maintenir les causes et l'état de la souffrance, car c'est un statut valorisé dans les textes religieux. Cette pitié n'est donc pas de la compassion, car la compassion cherche à s'attaquer aux causes de la souffrance. Dans la compassion, il y a un sentiment d'humanité partagée. Avec la personne en souffrance, l'autre souffrant est perçu comme un égal, et c'est là un altruisme, une bienveillance qui pousse à aider l'autre, et non un intérêt personnel, que ce soit des satisfactions de l'ego, de vouloir se débarrasser de la souffrance de l'autre, car c'est pénible pour soi, etc. Ça, c'est vrai aussi que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les religions, et notamment dans les religions chrétiennes. Il y a énormément j'allais dire l'idéologie, mais dans l'iconographie, notamment biblique, vous avez énormément d'images, d'éléments de référence par rapport au sacrifice, par rapport à la souffrance, mais la souffrance par laquelle on va se transcender finalement. Et c'est vrai que ça ressort énormément. C'est assez intéressant de le voir parce que, bah, encore une fois, les questions religieuses ou morales, parce que ce n'est pas forcément religieuse, la moralité, sont vraiment des questions humaines et qui sont très indexées aussi à des cultures et à des sociétés particulières ou à des groupes sociaux particuliers, puisque on va prendre la religion est un groupe social particulier, enfin les religieux sont un groupe social particulier. C'est intéressant à voir, c'est pas mal intéressant à voir. Qu'est-ce que l'autocompassion ? Les programmes de compassion, ainsi que ceux de pleine conscience, comportent souvent des pratiques méditatives d'autocompassion. Il s'agit d'éprouver de la compassion pour soi-même, c'est-à-dire tout d'abord de s'ouvrir à ses propres souffrances, à ses difficultés, à ne pas s'en déconnecter, à générer un sentiment de volonté bienveillante permettant d'alléger ses propres souffrances. Il s'agit d'éprouver ces souffrances, qu'elles soient situationnelles ou dues à nous-mêmes, et ne pas ajouter une couche de jugement par-dessus, mais s'orienter davantage vers un désir de les alléger, tout en reconnaissant que ces souffrances font partie de l'expérience humaine au sens large. Elle est composée d'une gentillesse envers soi-même, d'un sentiment d'humanité partagée, d'une pleine conscience. Ça, effectivement aussi, c'est intéressant à noter, l'autocompassion, parce que typiquement, je vois que ça peut être extrêmement utile dans des cas notamment où la religion rentre en compte. C'est-à-dire que vous avez des religions, encore une fois je vais retacler encore une fois la religion chrétienne parce que bah, c'est celle que je connais le plus, parce que bah, j'ai quand même pas mal de gens de mon entourage qui ont cette foi-là, sachant que moi par contre je suis absolument pas religieux, ni de près ni de loin. Le fait est que dans la religion chrétienne, j'ai l'impression que de manière assez récurrente, on a cette vision des choses que il faut notamment par les péchés se considérer et ressentir de la honte de nos envies, ce qu'on a fait et ainsi de suite.
Or, en fait, ça nous bloque un petit peu parce que, au niveau de l'autocompassion, justement, ça bloque ces mécanismes-là. On n'est pas capable, j'ai l'impression parfois, encore une fois, qu'on va se retrouver dans cette situation où on va devoir se juger soi-même pour son comportement, pour ses envies, et on va totalement se nier, ne pas s'écouter. Et c'est très problématique parce qu'en fait, ça nous fait vivre des souffrances de plus en plus intenses qui restent, qui collent, hein, vraiment, qui vont rester là. Et on va pas pouvoir passer au-dessus parce qu'on se refuse à faire preuve d'autocompassion. On se refuse à tout simplement faire preuve d'un petit peu, on va dire, d'introspection, d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et à se dire, bah oui, je suis comme ça, oui, j'ai ces envies-là, bah c'est pas grave, je suis comme ça, point, je vais faire avec. C'est un élément qui me convient pas trop chez moi, bon bah je vais peut-être essayer de faire un travail là-dessus, d'essayer de modifier un petit peu si vraiment ce trait de personnalité qui est le mien ne me plaît pas ou tel autre élément, admettons. Mais pour autant, on peut faire ce travail-là. Alors qu'avec des questions notamment religieuses, parfois ces questions-là sont totalement bloquées. L'introspection n'est finalement pas vraiment permise et notamment l'autocompassion est totalement bloquée puisqu'on va avoir vraiment ce côté jugement, auto-jugement de soi-même, de ses actions, de ses envies, qui va nous bloquer totalement sur nos propres perceptions, sur nos propres souffrances et parfois amener à nous nier en fait, à nous nier totalement et à nier nos propres souffrances. Ce qui nous met dans des situations qui sont extrêmement problématiques à long terme. Concrètement, les discours intérieurs d'accusation, de reproches, d'autocritique, de haine de soi, ah bah tiens, typiquement, je crois que j'ai commencé à parler et en fait j'aurais juste dû bouquiner, hein. C'est marqué après, sont remplacés par des discours chaleureux, une acceptation de soi, un soutien. Il s'agit de ne pas se comporter comme un harceleur avec soi-même, davantage comme un bon ami qui sait soutenir en cas de coup dur. Il s'agit aussi de sortir de son ego, de se reconnecter à l'humanité, en considérant les erreurs, les douleurs, non comme des aberrations qui ne concerneraient que nous, mais qui sont très partagées dans l'humanité. Malheureusement, dans des situations d'anxiété ou de dépression, nous avons tendance à irrationnellement nous concentrer sur notre propre moi, qui serait beaucoup plus faible et sans valeur que les autres. On a tendance à supposer que lorsque les choses tournent mal dans la vie extérieure, et que nous n'en sommes pas responsables, que les autres s'en sortent plus facilement, ou que notre situation est anormale, complètement différente de l'expérience des autres. Si nous examinons de près nos défauts personnels, il devient vite évident qu'ils ne sont pas entièrement personnels. Nous sommes l'expression de millions de circonstances antérieures qui se sont toutes réunies pour nous façonner dans le moment présent. Notre contexte économique et social, nos associations, nos relations passées, notre histoire familiale, notre génétique, toutes ont joué un rôle profond dans la création de la personne que nous sommes aujourd'hui. Kroeger, South, Johnson, Lacono, 2008, Riemann, Anglettner et Strello, 1997, Triandis et Sou, 2002. Ainsi, nous pouvons mieux accepter et comprendre pourquoi nous ne sommes pas les personnes parfaites que nous voulons être. Là, c'est des propos qui sont tirés de... Attends, c'est le 15, c'est ça? Ouais, c'est le 15. Handbook of Compassion Chance. Ok. Un livre de 2017, je connais pas du tout. Mais du coup, je suis curieux de le bouquiner, tiens. On voit ici que l'autocompassion est alors superposable à la compassion tout court. Faire preuve d'autocompassion amène systématiquement à compatir à la souffrance humaine en général, à développer une vision systémique des problèmes, avec ses milliers de connexions à diverses causes. Et à cette compréhension sans jugement, harcelant, sévère, autoritaire, on ajoute le désir et la motivation d'alléger les souffrances, de remédier aux problèmes. On vise les buts positifs. La pleine conscience est nécessaire, car ces problèmes d'autocritique, de haine de soi, proviennent en partie de notre identification à nos pensées et sentiments négatifs, ce qui amène à des jugements implacables et fatalistes. Décidément, je suis nul, je n'arrive à rien. Qui entraîne un cercle vicieux de rumination, de dénigrement de soi. Observer les douleurs avec attention, sans porter de jugement ou d'identification, permet de s'ouvrir à d'autres comportements, d'autres façons de faire. La pleine conscience pose une distance attentive à soi-même, sans la charge de jugement. Généralement, la méditation pleine conscience vient avant les exercices de compassion, car la compassion nécessite cette distance calme, à la fois présence et attention. L'autocompassion est nécessaire à l'autodétermination. Le trait d'autocompassion a été associé à des sentiments d'autonomie, de compétence, de relation, d'autodétermination, ce qui suggère que l'autocompassion aide à répondre aux besoins psychologiques de base. Elle est mesurée par le SCS, Self Compassion Scale,
qui comprend les items d'auto-bienveillance, d'auto-jugement, de commune humanité, d'isolation, de pleine conscience, de suridentification. Ce que n'est pas l'autocompassion, ce n'est pas une suppression des émotions, ce n'est pas de la complaisance vis-à-vis de soi. Il ne s'agit donc pas d'éliminer les émotions négatives, mais au contraire de les reconnaître, de ne pas chercher à les supprimer, de valider leur importance. Ainsi, l'autocompassion n'est pas une complaisance ou une indulgence vis-à-vis de soi, de ses erreurs, par exemple. Complaisance qui impliquerait de diminuer, par exemple, les sentiments de honte, de culpabilité, de réinterpréter la situation de façon à supprimer son implication. Au contraire, il s'agit d'être compatissant tout en vivant ces sentiments de honte, de culpabilité, puis en les surmontant, en générant la volonté de réparer les fautes commises, par exemple. L'autocompassion n'est pas un frein aux efforts que l'on fait. Les personnes tendent à penser qu'être compatissant avec soi, c'est s'empêcher de faire des efforts. Or, dénigrer un individu, lui dire qu'il est nul, qu'il est raté, qu'il est un incapable, qu'il sape tous ses efforts, cela ne l'aide pas. Bien au contraire. Les encouragements, le soutien, sont plus efficaces, quelles que soient les situations. Il en va de même avec soi-même. On arrivera plus à trouver des forces et à agir si on s'encourage plutôt qu'on s'insulte. Les recherches montrent que l'autocompassion renforce les motivations. Par exemple, il y a moins de procrastination chez ceux qui ont une plus haute autocompassion que les autres. Ils ont moins peur de l'échec. Et s'ils échouent, ils sont plus susceptibles de recommencer. Et ça, c'est assez logique en vrai. Je vais faire une aparté là-dessus. Mais ça, c'est assez logique parce que c'est un truc qui ressort beaucoup. Et là, notamment, j'ai vu passer des trucs sur Internet ces derniers temps qui m'ont un peu trigger sur un peu ces questions-là. Le fait de faire preuve un minimum, mais vraiment, un minimum, tout petit peu de compassion envers soi-même, ça permet de se comprendre, de se connaître soi-même. Si tu te connais toi-même, si tu te comprends toi-même, bah du coup, tu es capable de voir que là, ça te convient. Ça te convient pas. Y compris sur des éléments, encore une fois, qui sont peut-être des traits de personnalité. Et du coup, tu es capable de te dire, bon bah, j'ai ce trait de personnalité. A priori, je fonctionne comme ça. Bon, ça me plaît pas, ça me convient pas. Sans la question de est-ce que j'ai un jugement moral de la part de l'église, de ceci, de ce que tu veux. Non, peu importe. Juste, par rapport à toi-même, tu te dis, ça, effectivement, ça me dérange. Tu vas pas supprimer la honte que tu en as, puisque de fait, tu prends conscience que c'est un comportement qui te plaît pas, c'est un trait de personnalité qui te convient pas. Donc tu peux ressentir de la honte envers toi-même en te disant ouais, je fais ça à chaque fois et je trouve que vraiment c'est pas ouf. Mais comme tu as fait preuve d'autocompassion, tu l'as repéré, tu as intégré que tu fais ça et tu as intégré que ça te convient pas. Donc du coup, tu peux commencer à mettre éventuellement en place des mécanismes pour essayer de mitiger ce trait-là qui te plaît pas, cette action-là qui te convient pas, que tu fais toi-même. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu es capable de dire bon bah, je vais faire autre chose. Et dans le cas de l'échec, c'est encore plus parlant. Dans le cas où justement tu vas avoir des situations de procrastination. Procrastination, donc c'est simplement de ne pas faire, d'attendre que ça se fasse tout seul. Et généralement ça se fait pas tout seul. Tu ne fais pas parce que tu as peur de l'échec. Mais si tu es capable de faire preuve d'autocompassion, ça veut dire que tu es aussi capable en fait d'y aller, d'échouer, de voir que tu as échoué, de te dire bah j'ai échoué, bon bah on va refaire différemment. Je constate que j'ai échoué. Je constate que ça me plaît pas d'échouer. Bah c'est pas grave. On va retenter. On va retenter en faisant une autre action, un peu différente. On va essayer de modifier ça. On va pouvoir se relancer. Et c'est là-dessus qu'on voit que vraiment ça permet en fait l'autocompassion de surpasser. C'est tout sauf un frein aux efforts. C'est tout sauf une justification au fait de ne pas faire grand-chose. Au contraire, c'est de pouvoir regarder en face à face par rapport à soi-même que bah à tel moment on est allé dans telle direction et que ça ne nous convient pas, que on s'est trompé. Et du coup de pouvoir dire bon bah puisque je me suis trompé, je sais que c'est pas par là. Puisque je suis capable de regarder un peu en moi-même, je vois que là, c'est pas le bon truc, et ben je vais pas aller par là cette fois-ci, je vais aller par là-bas. Et du coup, on peut se remettre en question, on peut avancer et on peut continuer, en fait, encore et encore, quitte à se reprendre d'autres échecs par la suite, parce que c'est ça la vie aussi, hein, c'est se planter. Hein. La vie, généralement, on apprend qu'on se plante. Hein. C'est triste à dire, hein, mais le nombre de fois où j'ai plus appris parce que j'ai fait une erreur que parce que j'ai réussi, hein, elle est quand même assez conséquente. Et c'est normal, c'est le fonctionnement humain. On se trompera toujours. Et c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on se trompe à un moment donné qu'il faut s'arrêter là et dire bon bah je fais plus rien parce que sinon je vais me tromper. Non, tu te tromperas toujours. Même en ne faisant rien, tu te tromperas quand même. Donc partant de là,
Il faut plutôt accepter de s'accepter justement, de regarder comment est-ce qu'on fonctionne et de dire bon bah voilà, là je vois que c'est un échec, pas grave, on va faire différemment. Ça refait un échec, et bah c'est pas grave, ça me donne une autre voie où il faut pas aller. Je sais que c'est pas les bons trucs, je sais que ça me convient pas. Et au fur et à mesure, on va finir par se diriger vers quelque chose qui nous convient, qui nous correspond, qui répond à nos besoins. Et c'est quand même plutôt pas mal finalement. Hop, je suis pas sur la bonne fenêtre. L'autocompassion n'est pas être indulgent vis-à-vis de soi. Ce n'est pas se donner des plaisirs, se laisser aller, répondre à ses caprices. Les chercheurs donnent l'exemple d'une mère qui laisserait sa fille manger des glaces tout le temps, n'importe quand. Ce serait de l'indulgence. La compassion serait au contraire de proposer d'autres aliments, d'encourager à manger des fruits et des légumes. La compassion et l'autocompassion se pensent à long terme. Ainsi, les chercheurs montrent que l'autocompassion est liée à des habitudes plus saines. Les fumeurs, formés à l'autocompassion, réduisent, voire arrêtent leur consommation de tabac. Ceux dépendants de l'alcool réduisent également leur consommation. Sur les erreurs, quand j'étais salarié, j'encourageais les nouveaux à tout foirer, comme ça ils apprenaient vite. Les échecs, c'est la base pour apprendre et on devrait les célébrer à chaque fois. Mais complètement. Le nombre de fois où, par exemple, je vais dire un truc con, hein, mais en cours, quand j'étais en faculté il y a 10 ans de ça, enfin un peu moins de 10 ans en vrai, il y a 8 ans, quand j'étais en faculté, à un moment donné, tu as un partiel, tu réponds juste, bah t'as recraché ton cours, t'as répondu juste. Est-ce que vraiment t'as compris le truc? Bah en fait t'en sais rien. Là t'avais une question qui portait sur un élément, t'as répondu, c'est la bonne réponse, ok ça s'arrête là. Par contre tu te plantes. Qu'est-ce qui se passe si tu te plantes à un partiel? Bon déjà t'as une mauvaise note, c'est triste. C'est très triste. Mais du coup tu vas retravailler la question, tu vas réouvrir tes livres de cours, tu vas aller poser des questions à un enseignant ou à un collègue ou quoi. Et là du coup tu vas te rendre compte que bah en fait ça tel élément tu pensais l'avoir compris, et en fait pas du tout, t'avais pas vu qu'il manquait tel élément. Là du coup bah ça où tu t'es trompé, t'avais pas compris, bah du coup tu vas pouvoir vraiment voir, tu vas retravailler spécifiquement cet élément là et tu vas voir qu'est-ce qui passait à côté en fait, et tu vas pouvoir l'intégrer beaucoup plus profondément. Effectivement, en entreprise, pareil, quand j'ai été salarié, fut une époque lointaine, notamment en tant que caissier pendant mes études, je faisais des petits emplois hein, comme tout le monde. Bah, il y a des fois où tu te plantes, tu fais une fausse manip, bah du coup tu l'as fait une fois, tu l'as fait 2 fois peut-être, mais du coup comme tu as fait une fausse manip, on t'a montré que c'était une fausse manip, on t'a dit bah non, c'est une erreur, c'est pas comme ça que ça marche, on t'a remontré comment ça marchait, tu as essayé de voir comment ça marchait, et du coup tu as appris, et après bah tu réfléchis même plus, mais du coup tu ne fais plus cette erreur, puisque tu as déjà fait l'erreur auparavant, et que tu sais que cette voie-là, c'est une erreur, bah, tu sais qu'il faut pas le faire en fait, tu apprends. Alors que si tu t'étais pas trompé, bah t'aurais pas forcément compris pourquoi, comment, juste t'aurais répété, bah t'es méchant. Je trouve que moi, les erreurs, c'est vraiment là où tu apprends, c'est vraiment là où tu vois ce qui va pas. C'est parce que tu t'es planté que tu sais que ça, ce n'est pas la bonne manière de faire. Et de toute façon, en vrai, quand tu fais de la recherche, hein, en psychologie ou ailleurs, hein, les erreurs, c'est super important. C'est parce que tu te plantes que tu sais que ta théorie, elle colle pas. C'est parce que justement, tu as amené un truc qui codera pas avec ce que tu as dit, que tu sais que ça, c'est pas la bonne direction, que bah du coup, faut aller chercher ailleurs. Et c'est comme ça qu'on apprend de plus en plus sur l'humanité en général, sur le monde qui nous entoure et ainsi de suite. C'est en se plantant. Si tu ne te plantes pas, au final, tu n'apprends rien, parce que ça peut très bien passer alors que tu as tort. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, hein, que parfois on fait des erreurs, et puis bah on a fait une manip qui n'était pas la bonne, mais ça a quand même donné le bon résultat. Mais du coup, on sait pas qu'en fait on a fait la fausse manip. Et peut-être qu'un jour où ça sera super important et qu'il fallait vraiment pas se planter, ben on se plantera peut-être. Mais on n'aura pas appris avant, c'est con. Bon, après, du coup, t'apprendras sur le coup. Mais bon. J'aime bien quand j'ai un nouveau logiciel ou un nouvel objet, je passe d'abord un temps à tout faire de traviole, ça marche pas du tout, et après bah, c'est le gros mais ouais ça marche, et c'est le pied. C'est la déception si j'arrive tout de suite parce que je saisis pas pleinement le truc, mais complètement. Le nombre de fois où sur des jeux, c'est débile hein, mais sur des jeux, tu fais une manip, ça passe sur telle ou telle mission, sur notamment les jeux de Tower Defense, particulièrement sur les jeux de Tower Defense, tu fais des manips sur les premiers niveaux, et ça passe, tu vois, et tu dis bah c'est bon, je fais un cador. Puis t'avances un peu dans le jeu et puis d'un coup ça passe plus du tout. Et en fait tu te rends compte que t'as pas du tout compris la mécanique. Tu te rends compte qu'en fait tel élément il est en très très bonne synergie avec tel autre élément. Et qu'en fait il faut essayer de les compiler ensemble. Par contre tu mettais ça et ça à côte et ça marche pas. Et vraiment tu commences à apprendre de plus en plus. Il y a un logiciel, il y a un jeu qui est trop bien. Il y a un jeu qui est trop ouf qui est... Attendez que je vous retrouve le nom. Je vais vous trouver ça. C'est papapap. T'es où? Will to Learn.
qui est un jeu où, en gros, vous êtes un développeur de logiciels et autres pour son chat. Ouais, je sais, c'est particulier. Vous avez un chat et votre objectif est de comprendre le chat. Et le chat, en fait, code mieux que vous. Du coup, en fait, au final, c'est le chat qui vous explique comment coder des logiciels. Vous êtes développeur et il va vous expliquer comment coder parce qu'il est plus doué que vous. Et en fait, au fur et à mesure des niveaux, il va te rajouter de plus en plus déjà de mécaniques, mais parfois juste il va te faire raffiner des mécaniques que tu as déjà utilisées. Et en fait, tu te rends compte que sur les premiers niveaux, les trucs sont simples. Et du coup, tu es là en mode, bah ça va vachement bien ensemble. Tu fais ta manip, ça marche, t'es content. Par contre, le coup d'après, tu vas utiliser exactement les mêmes choses, sauf que l'objectif est beaucoup plus serré. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ta mécanique, elle est pas bonne. Là, c'est le moment où tu te rends compte qu'en fait, non, c'est pas du tout bien ce que tu as fait, c'est pas du tout optimisé. Et du coup, tu fais ah ouais, non, attends, je vais refaire ça. Je vais vous le mettre dans le chat. C'est Will True Learn. Comme ça, Will True Learn. Avec ça. Hop. Sauf erreur. Tac, tac. Je crois que c'est comme ça. En tout cas, mon raccourci PC est comme ça. Si mon raccourci PC est comme ça, c'est que ça doit être ça. On va dire ça. On va dire ça. Don't Starve, c'est génial, la gestion de l'erreur. Alors, j'ai pas du tout accroché à Don't Starve en vrai, mais je pense que, ouais, effectivement, c'est le genre de jeu où c'est le cas. T'arrêtes pas de crever au début, mais c'est génial parce qu'à chaque fois, t'as compris une mécanique quand tu crèves. Complètement. Il y a un jeu que j'ai adoré détester. Vraiment, c'est Banished. Banished, c'est le jeu où tu commences, tu fais ton petit village, t'es content, tout se passe bien, enfin voilà, t'es heureux. Et en fait, au bout de 6 mois, tu crèves de famine parce que tu te rends compte que t'as pas du tout bien compris et pas du tout bien géré le stock de bouffe. Donc ton village meurt. Tu recommences. Cette fois-ci, tu tiens 8 mois. Et au bout de 8 mois, bah, tout le monde meurt de maladie. Et là, tu fais ah merde, c'est vrai, c'est bien les nourrir. Mais quand vous créez un village au milieu de nulle part à partir de rien, faut aussi prendre en compte du coup que bah, il faut peut-être mettre du soin suffisant quand même. Du coup, tu fais les soins. Tu relances la partie. Cette fois-ci, tu tiens 10 mois. Et puis là, en fait, il va se passer un incendie. Et tu te rends compte que ton village va cramer en instant. Et t'es là en mode ah merde. C'est vrai qu'il faut peut-être penser en compte que si je fais des maisons en bois en plein milieu d'une forêt, qu'il y a des orages, des éclairs, ça peut brûler. Et ainsi de suite, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et c'est vraiment cool. Et vraiment, Banished, ça faisait partie de cette époque où j'étais encore sur une phase de découverte des jeux de simulation de ville. J'étais pas trop encore axé là-dedans. J'étais beaucoup de jeux de stratégie gestion dès le début parce que j'ai joué à beaucoup de jeux. En fait, mon premier jeu, c'est Age of Empires 2. Donc, typiquement, l'apprentissage aussi s'est fait à la dure. Pour le coup, mais c'était pas du tout sur le même type de mécanique. Banished, c'est parmi les premiers jeux où tu dois gérer une société humaine que j'ai pris en main en fait. Et du coup, où je me suis repris là-dessus, j'étais en mode ah putain, niquez-vous quoi. Niquez-vous quoi. Et t'apprends petit à petit et c'est trop bien. Et vraiment, c'est trop bien. Du coup, coucou Niri, au fait. Non, il y a pas de puzzle aujourd'hui, je suis désolé. Demain, on fait du puzzle. Promis, demain, on continuera les archives de Lina. Ouais, ça sera bien. Avec des gens patriarcaux et sexistes. Ouais. Ouhou. Mais on fera du puzzle et ça c'est bien. Mais aujourd'hui on fait de la lecture. Voilà, aujourd'hui on fait de la lecture. Dark Souls effectivement c'est un jeu d'apprentissage aussi. Hein. Dark Souls c'est vraiment, c'est un die and retry. Hein. C'est le genre de jeu où tu vas apprendre à la dure. C'est parce que tu as fait une erreur que tu sais que tu dois plus la faire. Bon après Dark Souls il y a aussi des boss où même quand tu sais que tu vas faire cette erreur, tu peux pas t'empêcher de la faire quand même. Et ça c'est triste. Tu sais que là tu es en mode, faut que je saute et j'ai pas sauté. Je suis mort. Voilà, ça c'est Dark Souls. J'ai bien aimé Banished, par contre j'ai trouvé beaucoup trop facile et j'ai pas perdu. Alors j'avoue que moi comme c'était un de mes premiers jeux, je pense que c'est peut-être aussi pour ça parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Je sais que Cliff Empire par exemple, je l'ai défoncé en vrai. Hein. Il y a des situations de crise qu'on s'est retrouvés, j'étais en mode ah on aurait pu perdre et en fait non pas du tout, tu te débrouilles très bien. Après ça dépend, il y a des jeux qui ont une courbe de difficulté beaucoup plus haute. Frostpunk par exemple. Frostpunk. Mais j'attends le 2 impatiemment. Mais voilà. Typiquement, Frostpunk. Mais Banished, ouais, je pense qu'aujourd'hui j'y rejouerai. Je pense que je galérerai pas autant.
pour le coup, je pense que ça, je galérerais pas autant. Il y a des trucs, des petits automatismes que j'ai pris depuis que je pense que ça passe beaucoup mieux. Frostpunk, en fait, le gap de difficulté vient après que tu as passé le premier scénario. C'est qu'en fait, Frostpunk, tu fais le premier scénario, tu te dis « Oh, ça va, tranquille !» En vrai, le jeu, il est pas si horrible que ça se passe bien. Tu lances le deuxième scénario et le jeu, il te dit « Non, tu vas mourir. » Et là, tu fais « Ah, en fait, j'ai pas bien compris le jeu. » En fait, il y a des trucs que j'ai pas capté. Puis tu lances le troisième scénario, la chute de Nid d'hiver. Et là, juste t'apprends que le jeu, en fait, il te déteste. T'apprends qu'en fait, le jeu, il va pas te dire apprends, fais des erreurs, ça ira mieux après. Non, il te dit je vais te chier dessus. Je vais adorer te chier dans la bouche. Souffre. Souffre humain. Ouais, j'ai du mal avec Frostpunk. Voilà. Tout le monde perd au premier scénario? Sérieux? Ah bah ouais, mais en même temps, il est pas simple. Hein. En fait, le premier niveau, vraiment le premier truc, c'est genre il se passe bien. Hein, c'est quoi? C'est un nouveau refuge ou une connerie comme ça, je sais plus le nom. C'est vraiment genre la partie qui te présente le jeu, les mécanismes du jeu, ça passe plutôt bien. Si tu fais pas trop de conneries, franchement, ça passe plutôt bien. C'est assez simple, enfin c'est pas assez simple, mais c'est pas trop difficile. Par contre, la chute de Nid d'hiver, quoi. Oh, la chute de Nid d'hiver. Je pense que c'est des gens qui détestent profondément les joueurs qui ont fait ce scénar. Vraiment. 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 Je pense que c'est des gens qui aiment la souffrance, qui aiment voir la souffrance. Bref. Je vais reprendre quand même la lecture un petit peu. Je disais donc, l'autocompassion, ce n'est pas être narcissique. Ce n'est pas lié au fait de se distinguer d'autrui, de se considérer comme spécial, de se placer au-dessus des autres, de supérieur. Au contraire, l'autocompassion est liée au fait de se sentir humain comme les autres, ni supérieur, ni inférieur. Il ne s'agit pas de se supérioriser à autrui pour se sentir mieux, mais au contraire de se reconnaître comme étant un humain comme tous les autres. Le narcissisme est dans un esprit de compétition, de séparation, alors que l'autocompassion est dans un esprit de coopération, de lien, de connexion avec autrui. En cela, ils sont même des opposés. L'autocompassion, ce n'est pas être égoïste. Au contraire de l'autocompassion, l'autocritique mène à se centrer sur soi, à ruminer sur soi. L'autocompassion fait qu'en se traitant de la même manière que les personnes que nous aimons, nous devenons plus connectés aux autres. L'autocompassion n'a rien d'un apitoiement sur soi. L'apitoiement sur ça met l'accent sur les sentiments égocentriques, notamment ceux qui nous séparent d'autrui. Je suis nul, alors que tous réussissent. Ce qui alimente une détresse personnelle. Les recherches montrent que les étudiants ayant un niveau plus élevé d'autocompassion avaient des objectifs compatissants avec leurs amis, leur fournissaient des soins et du soutien, les encourageaient. Les personnes plus autocompatissantes ont tendance à user de plus de compromis dans des situations de conflit, alors que ceux qui ont moins d'autocompassion ont tendance à subordonner leurs besoins à ceux des autres. Autrement dit, à s'aliéner davantage à l'autre. L'autocompassion est aussi liée à la tendance à présenter des excuses ou à réparer des dommages relationnels passés, ce qui facilite les relations harmonieuses. Les chercheurs ont conclu que se donner de la compassion non seulement facilite le fait d'en donner aux autres, mais fournit aussi des ressources émotionnelles pour prendre soin des autres, ce qui est à l'opposé du narcissisme qui, au contraire, est une absence de considération des autres de façon utilitaire pour servir leurs besoins. Les narcissiques ne perçoivent autrui que de façon utilitaire pour servir leurs besoins à eux. Alors si vous vous demandez ce que je fais avec mon bras, parce que je vois que mon bras s'agite, hein, c'est juste parce que j'ai un chat sur moi. Voilà, j'ai un petit Stockholm qui est là, qui est calé. Il tape sa meilleure vie. Franchement, je tiens à le préciser encore une fois, mais je suis tellement heureux de voir qu'il va mieux. Ça fait tellement du bien. Il mange, bordel de merde, il mange. Il a passé 4 jours sans manger et là, enfin, il mange. Par contre, il n'accepte de manger que du thon parce qu'il est relou. Voilà, c'est un semi-relou quand même. Hein. Un côté un semi-relou. Bah oui, t'es un semi-relou. Voilà. Ah, et puis bah, il repart manger d'ailleurs. T'es un goinfre un peu, hein. Un côté un goinfre un peu. Bah c'est bien, hein. Moi, ça me plaît bien. T'as des kilos à reprendre. Allez, mange. La tête dans la gamelle. Je veux voir des croquettes se faire bouffer. Je veux voir du thon se faire bouffer. C'est bien. C'est bien. Brave bébé. J'en étais où? J'en étais là. Qu'est-ce que la compassion au niveau organisationnel? Lorsque l'on parle de compassion pour désigner une motivation d'une organisation,
La définition classique de la compassion individuelle comme sensibilité à la douleur ou à la souffrance d'autrui, associée à un profond désir de soulager cette souffrance, doit intégrer d'autres facteurs, notamment celui de l'action. Ainsi, les chercheurs définissent la compassion organisationnelle existante. Lorsque les membres d'un système remarquent, ressentent et répondent collectivement à la douleur ressentie par les membres de ce système. Ce n'est pas qu'une contagion émotionnelle, mais bien une action collective qui émerge du collectif compassionnel. Une action qui est synchronisée, qui est coordonnée. Les chercheurs Dutton et Hall, en 2007, donnent l'exemple de trois étudiants étrangers d'une école du Midwest qui, suite à un incendie dans leur appartement à la dernière semaine des examens, avaient perdu toutes leurs possessions. Non seulement les membres de l'école ont exprimé leur empathie, mais l'organisation elle-même a fait preuve de compassion. Ils ont par exemple fourni un logement gratuit dans une résidence le temps des examens, et ce, jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre logement. Les camarades de classe leur ont fourni leurs notes, du matériel, des ordinateurs. Le doyen de l'école a dirigé une collecte de fonds pour ses étudiants et leur a personnellement rédigé un chèque lors d'une réunion du personnel et enseignants. Ici, on a une organisation qui se synchronise, qui se coordonne à chaque niveau pour répondre de façon compatissante à la souffrance. Au niveau organisationnel, non seulement les sentiments partagés de compassion sont essentiels, mais l'élément déterminant, pour parler de compassion de l'organisation, est une coordination active pour y répondre, et correspond à des actes que les individus seuls ne pourraient mener, car ce sont des actions collectives. On ne peut donc pas la voir au niveau des valeurs ou de la culture affichée d'une entreprise ou d'une institution, mais seulement lorsqu'advient une souffrance, une difficulté dans l'environnement direct ou plus distant de l'organisation, et qu'il y a une activité coordonnée, compassionnelle pour la surmonter. Seule l'action concrète montre la compassion. Les activités de responsabilité sociale des entreprises peuvent être des actes de compassion organisationnelle, mais certaines ne le sont pas. Par exemple, les activités de responsabilité sociale qui sont menées en vue d'un gain financier ou d'un gain de réputation n'en sont pas. La compassion organisationnelle n'a pour seul but que de soulager une souffrance, qu'elle est contraire, et elle est contraire à toute forme d'intérêt égoïste. À noter que des chercheurs soutiennent que théoriquement, la compassion organisationnelle serait un frein à l'efficacité, car elle est chronophage et énergivore, donc que cela diminuerait les performances, que cela détournerait des ressources et de l'énergie au profit d'activités qui ne sont pas au cœur de l'organisation. D'autres postulent que la compassion est contraire aux motivations et résultats capitalistes. Autrement dit, les indicateurs habituels de performance basés sur l'argent pourraient en être affectés. Cependant, des études montrent que plus il y a de la compassion organisationnelle, et de vertu en général, plus il y a de meilleurs résultats en termes de performance capitaliste, productivité, rentabilité, moins de turnover, plus de fidélisation client, etc. On reviendra sur ce point en détail plus tard. Alors là, de nouveau, je vais vous faire une aparté, parce qu'évidemment, là, on tape pile poil dans mon domaine d'expertise. Là, ça, c'est le genre de critique qu'on m'a sorti très très régulièrement en entreprise, quand justement j'essaie de mettre l'accent sur la nécessité absolue de travailler sur la qualité de vie du personnel, de reconnaître le personnel, de faire preuve de compassion pour leurs besoins personnels, pour éventuellement les petits dégâts qu'il peut y avoir dans leur vie ou quoi. Très régulièrement, au niveau de l'organisation, au niveau de la direction, on m'a répondu que c'était une perte de moyens, en fait. Que c'est très bien, c'est très utopiste de vouloir aider les gens, mais que si on fait ça, en fait, on perd directement en retour d'argent, là, tout de suite, on perd en argent. Et en fait, c'est semi-vrai, c'est semi-faux. C'est-à-dire que si on ne se base que sur un point de vue purement, purement court-termiste, vraiment là sur, on va dire, le mois qui suit, effectivement, si vous prenez en compte les difficultés de vie que peuvent rencontrer certains de vos employés, que du coup vous mettez en place des organisations visant à faire preuve de compassion, que vraiment vous prenez en compte ça, quoi. Effectivement, bah, vous allez avoir des gens qui du coup ne vont pas être axés sur la productivité financière. Vous allez avoir des gens qui pendant là, ce mois-là, vont peut-être être occupés à faire autre chose pour justement répondre à ce besoin de compassion, pour pouvoir mettre en place cette compassion. Et de fait, vous allez avoir peut-être potentiellement un gain d'argent qui va être réduit à court terme. Sauf que, et c'est toujours le sauf que qui est important, à moyen et long terme, on constate que, à contrario, ça augmente en général les retours. Parce que tout argent que vous allez investir en fait dans le bien de vos employés, dans la qualité de vie de vos employés, sur la compassion, puis encore une fois, s'il y a un accident de vie qui arrive à votre employé ou quoi, ce qui arrive, hein, bah en fait, vous vous rendez compte que les employés vous sont reconnaissants, et pas juste l'employé qui a reçu la compassion organisationnelle. En fait, toutes les personnes de l'entreprise qui vont constater, qui vont voir ça,
vont en être reconnaissants. Parce qu'ils sont capables de se dire quand même que si un jour c'est eux qui ont un souci, si un jour c'est eux qui se retrouvent dans la merde, bah, l'entreprise sera là pour les aider en fait. Comme elle est là pour aider Jean-Michel là. Et de fait, on se retrouve avec des employés qui du coup vont avoir un attachement envers l'entreprise qui est plus fort, qui vont donner plus sans même qu'on leur demande quoi que ce soit, qui vont travailler plus fort justement parce qu'ils ont pris de l'impression, parce que dans les faits, l'entreprise répond à leurs besoins, répond et n'est pas juste une entreprise qui est là pour faire des thunes sur leur dos. Et là, tout de suite, on se rend compte qu'à moyen et long terme, eh ben, en fait, la rentabilité, elle est là. Elle est plus que là. Parce que les gens vont être beaucoup plus travailleurs. Parce qu'au-delà de ça, les clients, pour reprendre par exemple le dernier point, la fidélisation des clients, les clients, s'ils apprennent que ce genre de choses se passe, et généralement les entreprises ne vont pas spécialement le cacher, ou même les employés ne vont pas forcément le cacher, eh ben, ils savent et ils se rendent compte que c'est une entreprise qui prend soin de leurs employés. Ce qui est bon pour l'image. Si c'est pas fait pour seulement l'image, bah en fait, ça va se sentir, ça va se voir. Et les clients vont se dire, bah plutôt qu'à choisir une entreprise où clairement je suis une vache à lait, où clairement les employés c'est des vaches à lait, et cette entreprise qui prend un minimum soin de ses employés, bah en fait je vais aller dans celle-là. Puisqu'ils prennent soin de leurs employés, ils ont l'air quand même vachement plus éthiques, plus humains, bah ça donne envie plutôt d'aller vers là, en fait, tout simplement. Et c'est là où on voit que vraiment, les critères capitalistes, en fait, même eux, techniquement, s'il y avait un minimum de réflexion poussée sur ça, on se rendrait compte que c'est pertinent de les mettre en retrait, en fait, de se baser plutôt sur de la compassion, de se baser sur ces éléments-là. Parce que c'est intéressant, c'est rentable. Bordel de merde, le modèle capitaliste devrait se rendre compte, s'il passait ne serait-ce que 30 secondes à réfléchir à moyen et long terme, il se rendrait compte à quel point ça leur rapporterait. Mais systématiquement, on est quand même sur... Enfin, systématiquement. Très généralement, on est sur des thématiques où on prend que le court-termiste. Et du coup, ben, on va dire que non, ça fait perdre de l'argent. Parce que c'est vrai, factuellement, sur un mois de durée, oui, vous allez perdre de l'argent. Parce que vous allez avoir des employés qui vont pas travailler à rapter du pognon. Parce que telle personne, elle est affaiblie pour telle ou telle raison et que du coup, elle sera moins efficace. Pour plein de raisons. Bref, vous allez perdre de l'argent sur le court terme. Mais seulement sur le court terme. Et ça, moi, c'est vraiment un truc qui est frustrant. Parce que systématiquement, c'est le genre de choses qu'on me sort en fait. On me dit oui, mais il y a des chercheurs, qui sont généralement des économistes, ils ont dit tel élément, ils ont fait telle recherche. Alors en plus, c'est généralement des études qui datent des années 70, voire avant, qui commencent donc à être un tantinet datées quand même. Et vous vous rendez compte que vraiment, ce n'est pas fonctionnel quoi. Ce n'est pas fonctionnel. Heureux, je suis passé sur le PC, j'ai attiré un chat sur mes genoux. Bah c'est très bien ça. Alors là, du coup, il est plus sur mes genoux, le chat, il est juste là sur le côté. Il fait sa petite vie, il balade sur le bureau. Moi, il est tranquille. Par contre, ne casse pas les médocs et tout ça, t'en as besoin, mon cœur. Voilà. On va faire attention, hein, quand même. Oui, parce que t'as un gros cucu, le chat, quand même, hein. Donc ne casse pas tout, fais pas tout tomber. Merci. Voilà. Non, mais me montre pas ton cul non plus. Non, hop là. Je reprends. Comment pratiquer la compassion ? Comme pour la pleine conscience, la compassion peut être pratiquée hors méditation. On l'a vu, cela peut être une émotion face à la souffrance, tout comme une motivation qui apparaît dans des situations difficiles, plutôt que la fuite, le déni ou le blâme des personnes souffrantes comme si elles étaient fautives de leur sort, ou s'inscrire de façon plus large dans des objectifs généraux d'altruisme. L'altruiste va vouloir apporter du positif à autrui, en général, et s'il est face à la souffrance, il sera dans la compassion. Si l'on prend le questionnaire CS, Compassion Scale, on a littéralement le mode d'emploi de la compassion au quotidien. Être bienveillant, par exemple. Si je vois quelqu'un traverser une période difficile, j'essaye de prendre soin de cette personne. J'aime être là pour les autres en période de difficulté. Lorsque les autres ressentent de la tristesse, j'essaye de les réconforter. Reconnaître l'humanité que nous partageons tous, par exemple. Tout le monde se sent parfois mal, cela fait partie du fait d'être humain. Il est important de reconnaître que toutes les personnes ont des faiblesses et que personne n'est parfait. Malgré mes différences avec les autres, je sais que tout le monde ressent de la douleur, comme moi. La souffrance n'est qu'une partie de l'expérience humaine commune. Être pleinement conscient, attentif, par exemple. Je fais très attention lorsque d'autres personnes me parlent. Je remarque quand les gens sont contrariés, même s'ils ne disent rien. J'ai tendance à écouter patiemment quand les gens me disent leurs problèmes. J'essaye de garder une perspective équilibrée de la situation. La compassion est donc une posture mentale, une motivation, une action qui se cultive. Et la méditation, la visant, peut être une façon de la cultiver. Les méditations de compassion et d'altruisme directement issues du bouddhisme. Les méditations liées à la compassion demandent les mêmes conditions
que les méditations pour la pleine conscience. Un temps et un lieu dédié. S'installer de façon à avoir une posture droite, ni trop rigide, ni trop relâchée. Avant toute autre chose, Mathieu Ricard recommande d'inspecter ses motivations pour éviter d'entreprendre cette démarche avec des visées égoïstes. Puis, il y a d'abord à clarifier l'esprit, à se calmer. On commence par les mêmes exercices que pour la pleine conscience, qui ont été vus en extension BF. Par exemple, l'attention et la présence à la respiration. Mathieu Ricard propose 5 types de méditation liés à la compassion et à l'altruisme bouddhiste, mais on verra qu'il les adapte de façon laïque. Voici un exemple avec celle sur l'amour altruiste. Il s'agit tout d'abord de prendre conscience que nous craignons la souffrance, que nous aspirons au bonheur. Puis, on suscite une attitude chaleureuse, bienveillante, tolérante envers nous-mêmes. Puis, on décide que désormais, nous ne voudrons que du bien. Ensuite, il s'agit d'admettre que cette crainte de la souffrance, cette aspiration au bonheur, est partagée par tous les êtres. De reconnaître que notre humanité est commune, de prendre conscience de notre interdépendance. Tout ce qui nous entoure n'est possible que grâce à l'activité d'autres personnes. Il donne exemple d'une feuille de papier. Elle n'est possible que grâce au bûcheron qui a coupé l'arbre, à l'ouvrier dans son usine, le transporteur dans son camion, la vendeuse. Tous ont une vie avec des joies, des souffrances. Tous partagent notre humanité. Aucun d'entre eux ne souhaite souffrir. Prendre conscience nous amène alors à nous sentir plus proches de toutes ces personnes, suscite de l'empathie à leur égard et se sentir concerné par leur sort et à leur vouloir du bien. Il a fait un blip quand il était allongé sur moi, je fonds. Oh, petit chat. Ouais, moi, je suis très sensible aux chats, hein. J'ai envie de faire des câlins à tous les chats du monde, hein. Je vois un chat, j'ai envie de lui faire pouchou pouchou pouchou. C'est instinctif. Je suis faible face aux chats. Je suis très très faible face aux chats. Il faut le savoir, hein. C'est mon point faible. Si vous voulez savoir comment me vaincre, vous amenez un chat devant moi. Vous amenez un chat devant moi et c'est foutu. Je suis sous votre contrôle. Voilà. Enfin, en fait, non, techniquement, je suis sous le contrôle du chat, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Et coucou la goupille, on fait quoi ici? On fait de la lecture de sciences sociales. On est reparti sur la lecture de En toute puissance de V6. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps la VOD? Ça fait déjà un moment. On va couper la VOD ici. En vrai de vrai, on va couper la VOD là. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, que tu as trouvé que c'était intéressant. N'hésite pas évidemment à laisser en commentaire des questions, des expériences partagées, n'importe quoi qui te viendrait à l'idée et que tu as envie de partager. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la lecture. Ciao ciao ciao.